Bonjour Clément Beaune, bienvenue. Bonjour. Vous êtes élu député à Paris, porte-parole de Renaissance pour les élections européennes, ancien ministre chargé des questions européennes. Vous avez également été au transport récemment. Vous avez vu les fissures sur l'A13. Oui. Alors, le Canard enchaîné nous dit ce matin, a priori c'est le patron du conseil départemental qui a voulu faire creuser un parking pour les VIP. Lui dit à notre antenne, non, c'est pas vrai du tout. Enfin, toujours est-il qu'il y a un chantier qui est collé à la bretelle qui pose problème. Votre sentiment, c'est quoi? C'est un raté? Il y a un problème? Écoutez, je n'ai pas suivi ces dernières semaines le cas en question, donc je ne vais pas faire le faux expert, mais il y a peut-être eu des précautions qui n'ont pas été prises. En tout cas, ce qu'il faut, et je vois que les équipes de la direction des routes sont à l'œuvre, c'est effectivement parce qu'il y a plus de 100 000 personnes concernées par jour, trouver une solution extrêmement rapide, donner une information fiable. Puis les JO arrivent vite, hein? Les JO arrivent vite. Normalement, je comprends que le 11 mai, il y aura une réouverture dans un sens, une réouverture partielle. Donc, et je sais pour les connaître bien que les équipes de la direction des routes d'Île-de-France travaillent jour et nuit. On y pense assez peu, mais ce sont des gens qui aussi ont des travaux pénibles, difficiles, et qui se battent pour que les automobilistes puissent retrouver un axe essentiel. L'actualité aujourd'hui, elle va être marquée également par l'audition de Mathilde Panot et de Rima Hassan par la police, soupçonnée d'apologie du terrorisme. Elle dénonce un procès purement politique et une liberté d'expression qui, en France, serait cadenassée, étouffée par vous, par la majorité. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, c'est absurde. Personne ne donne d'instructions sur les procédures judiciaires ou policières. Bon. Et il faut aussi, quand on est un responsable politique, le mot responsable compte. Les mots qu'on utilise ont une valeur, ont un impact, peuvent être un danger, presque une arme. Donc il faut en être responsable au sens où on rend des comptes. Ensuite, moi je souhaite que de manière générale, quand on est dans la vie politique, même si je combats les idées, surtout sur ce sujet de non-condamnation d'un mouvement terroriste, de non-condamnation et d'ambiguïté très forte vis-à-vis du Hamas de la part de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, je combats leurs idées, mais je souhaite qu'on reste sur un terrain de liberté d'expression, tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine ou dans une vraie apologie. C'est les procédures qui le détermineront. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas fanatique de ces procédures, mais dire qu'il y a une instrumentalisation politique, c'est faux. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui bloquent Sciences Po, qui bloquent la Sorbonne? Là aussi, qu'il y ait une sensibilité sur ce qui se passe à Gaza, qu'il y ait même parfois une révolte et une colère, je peux le comprendre. Mais il ne faut pas tout confondre là non plus. Dans une université ou dans une école comme Sciences Po, il y a un droit d'expression, il y a même un droit de manifestation, il n'y a pas un droit de blocage. Parce qu'il y a des étudiants qui sont empêchés d'aller en cours, qui ne veulent pas participer à ces manifestations, et puis il y a de la violence. Et puis ensuite, être sensible à la cause palestinienne ou ce qui se passe à Gaza, c'est pas justifier des propos antisémites. Parce que quand on voit des banderoles à la Sorbonne où il y a marqué sioniste hors de nos facs, sioniste dehors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire les juifs dehors, soyons clairs. C'est quoi être sioniste dans l'esprit de ces gens? C'est défendre l'existence de l'État d'Israël? Ça veut dire qu'ils sont contre l'existence de l'État d'Israël. Donc il faut aussi remettre de la clarté. On peut manifester, on peut s'exprimer, on peut soutenir. Donc vous demandez à votre gouvernement plus de fermeté? Il faut une grande fermeté et une grande clarté. On peut manifester, on peut débattre, on ne peut pas bloquer et on ne peut certainement pas proférer le moindre propos antisémite dans une université comme ailleurs. Monsieur Beaune, vous êtes porte-parole de la campagne européenne pour le parti Renaissance. Dire les choses, c'est pas une campagne qui se passe bien. Votre tête de liste, Valérie Ayé, elle est poursuivie par Raphaël Glucksmann et sa liste Place Publique. Certains sondeurs prédisent même en croisement des courbes cette semaine. Vous passeriez de la 2e place, loin derrière le RN, à la 3e. Écoutez, moi je prédis pas et je commente pas, je peux battre. Non mais ce serait cette liste. Pour vous, ce serait un échec cuisant. Attendez. Le résultat qui compte, c'est celui du 9 juin. Il reste 40 jours, une campagne sur l'Europe, et quand on est défenseur de l'Europe, je le sais depuis 2016-2017, on a toujours défendu l'Europe dans des circonstances difficiles, c'est dur. Je préférerais que les sondages soient meilleurs. Maintenant, le combat, il est devant nous. Mais pourquoi ça marche pas? Mais c'est difficile de défendre aujourd'hui la cause européenne, parce que le contexte est difficile, et puis parce qu'il y a beaucoup de partis, il faut le dire aussi aux gens qui vont se poser la question de leur vote le 9 juin, qui se disent pro-européens, peut-être le sont, mais qui a vraiment transformé l'Europe ces dernières années? Qui a fait qu'on ait aujourd'hui une taxe carbone aux frontières de l'Europe, pour être moins naïf? Qui a fait que le plan de relance européen a sauvé beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises et beaucoup de Français? Je crois qu'on peut le dire sincèrement, c'est Emmanuel Macron, ce sont nos députés européens, c'est notre action, il faut s'en souvenir aussi. Mais la compétence de Mme Ayé, elle est a priori pas en question, non. Mais est-ce que c'est pas le fait de son anonymat qui vous pénalise aussi? Personne ne connaît Mme Ayé, et du coup Raphaël Glucksmann qui fait une campagne médiatique importante, le RN qui fait campagne sur des thèmes français. Oui, exactement, mais vous avez raison, je ne pense pas que ce soit la visibilité de telle ou telle personne. Valérie Ayé, elle va encore se faire connaître d'ici 9 juin. Il y a beaucoup de Français qui ne savent pas encore que l'élection est le 9 juin et qui n'ont pas décidé de leur vote. Et votre liste d'ailleurs, elle est pour quand, monsieur Beaune? Elle arrive en fin de semaine, ça a été annoncé par le directeur de campagne hier, elle arrive en fin de semaine et le projet sera présenté en tout début de semaine prochaine, avant un meeting qui a lieu le 7 mai. Mais sur le fond, je veux le dire aussi, c'est pas une élection secondaire, c'est pas une élection à la légère,
Et je vois bien la stratégie du RN en particulier, qui est de dire c'est un référendum sur le gouvernement ou sur le président. On peut aimer ou pas ce que fait la majorité, le gouvernement, c'est un débat. Mais ce n'est pas la question du 9 juin. Et c'est important parce qu'on a une élection tous les 5 ans sur l'Europe qui détermine des choses fondamentales sur la question de l'Ukraine. On voyait votre reportage à l'instant. Sur la défense européenne, sur notre sécurité face à la Russie, sur notre résistance face à l'agressivité commerciale chinoise. Si on ne joue pas le jeu de la question européenne le 9 juin, on se pénalise soi-même. Est-ce que c'est parce que le RN caracole en tête dans les sondages que M. Attal accepte enfin de débattre avec Jordan Bardella? Je ne sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, combattre le RN, il le faut. Mais il ne voulait pas débattre jusqu'à maintenant avec Jordan Bardella. Oui, je ne sais pas ce qu'il fera. Pour être honnête, j'ai entendu que le Premier ministre avait évoqué cette piste. C'est lui qui le décidera. Il y a un débat cette semaine, et c'est ça qui compte le plus, entre notre tête de liste et M. Bardella. Vous parliez de notoriété, c'est l'occasion, non pas d'être, j'allais dire, tête de liste ou tête d'affiche contre tête d'affiche, mais projet contre projet. Quel est le projet du Rassemblement national pour l'Europe? C'est trop facile d'en faire une élection nationale et de se planquer. Est-ce que vous attendez qu'il y ait des personnalités importantes de votre majorité qui arrivent sur cette liste? Est-ce que c'est nécessaire pour incarner, pour que les Français puissent se dire tiens, je connais ce visage, ce visage? Moi, je veux pas être dans. Honnêtement, c'est pas une question de casting. On voit bien ça compte. Peut-être ça compte un peu, mais ce qui compte fondamentalement, c'est le projet, la vision qu'on porte pour l'Europe. Peut-être qu'on ne l'a pas assez bien dit, et donc il faut qu'on le fasse pendant les 40 jours qui viennent. Mais expliquer qu'on a défendu au moment du Brexit où c'était pas très à la mode d'être pro-européen, au moment de la crise Covid où c'était difficile d'être pro-européen, qu'on a défendu ce projet, qu'on a eu des résultats, et que les 5 ans qui viennent au Parlement européen vont être déterminants, pas pour se faire plaisir le 9 juin, mais pour notre vie quotidienne, de la politique agricole commune. On a vécu la crise agricole, à l'écologie qui se fait au niveau européen. Qu'on soit jeune ou vieux, quelle que soit sa sensibilité, on doit jouer ce scrutin européen, voter ce scrutin européen comme un enjeu fondamental pour l'Europe, pas comme une élection, si je puis dire, plaisir ou protestation. 2 questions plus personnelles rapidement, si vous voulez, pour terminer cet entretien. Est-ce que vous êtes remis de votre départ du gouvernement? Alors vous incarnez ce qu'on dit l'aile gauche de la majorité, on dit que vous avez été puni pour vos prises de position, est-ce que ça va mieux? Ah ben ça va très bien. Non mais avec Gabriel Attal. Avec tout le monde, mais vous savez, je ne vais pas venir sur un plateau de télévision en me plaignant. Je suis élu. J'ai été élu par des électeurs parisiens il y a 1 an et demi. J'ai eu la chance et l'honneur d'être ministre pendant 3 ans et demi. Je ne vais pas venir être dans une amertume ou une critique. Ce serait extrêmement indécent. Donc je me bats, notamment pour le combat européen. Vous le savez, c'est mon premier combat à tous les sens du terme. Et alors un dernier mot, parce que certains vous prêtent l'ambition d'être candidat à la mairie de Paris. Or, il y a une candidate désormais, membre du gouvernement, c'est Rachida Dati. Elle l'a déjà dit, elle sera candidate à Paris. Elle a dit que ça l'intéressait, c'est pas un scoop. Et moi, ça m'intéresse aussi, on verra. Donc vous vous battrez face à Rachida Dati pour incarner la majorité présidentielle à Paris. Une alternance à Paris, et puis on verra selon les procédures au sein de la majorité présidentielle comment ça se passe. On a un combat des européennes. L'essentiel, c'est qu'il se passe bien, vous l'avez dit. Le combat. Et ça ne fait pas partie de son deal entre le gouvernement avec la certitude d'être soutenu pour Paris? Je crois franchement que dans la République, connaissant un peu le train de la République, on ne deal pas les choses. On s'engage. Merci beaucoup Clément Beaune d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.